vous parler d'archevêque. Justement, l'Église aussi souffre de la crise, mais pas d'une crise de foi, d'une crise de dons. Oui, c'est terrible parce qu'il y a le célèbre denier du culte dont vivait l'Église, en tout cas l'Église catholique de France. Eh bien, ce denier du culte n'est plus suffisant, raréfaction des fidèles, même s'il y a un retour à la foi que l'on constate aujourd'hui, ma chère Maude. Et là, c'est le salaire de pas moins de 10 000 prêtres qui est en cause. Et on a même un exemple. Voilà, il y a un curé de la commune de la paroisse de Brassac dans le Tarn, Xavier Marcory, 53 ans. Eh bien, il a fait une demande d'emploi parce que le clergé ne peut plus, l'épiscopat français ne peut plus lui assurer son revenu. La moyenne d'un SMIC de curé, c'est 1 200 € net, ce qui est pas rien. Certains touchent moins. Et certains touchent beaucoup moins. Bon, et là, visiblement, il touche beaucoup moins puisqu'il est obligé de chercher un emploi. Donc, il a une formation artisanale. Il va essayer de trouver un emploi. Résultat des courses, la conférence des évêques de France lance un appel à de généreux donateurs afin de récolter des fonds. Le paradoxe, c'est que le patrimoine immobilier et culturel, mais surtout immobilier foncier de l'Église catholique est de 6,5 milliards. C'est pas rien, mais enfin, on va pas vendre le patrimoine. Et que les donations, c'est quand même 825 millions par an. Mais bon, l'Église catholique est énorme. Donc, le denier du culte a baissé de 6,2% en 2022, moins 3,5% en 2023, moins 2% seulement en 2024. Ça baisse, mais malgré tout, ça ne suffit pas à faire vivre nos curés, nos prêtres, nos religieux. Donc, voilà, sachez que ça va pas arranger la crise des vocations, c'est pas à nous à jouer le percepteur de l'Église, mais enfin, voilà, c'est l'Église catholique, et si elle est là, ça veut dire qu'il y a quand même une perte de valeur, une démobilisation. Il y a des fidèles, mais ils donnent moins parce que tout simplement, il y a une crise économique et que les gens ont moins d'argent à mettre au moment de la quête dans le tronc à l'église, plus les voleurs de tronc, ça continue, il y a eu des films drôles là-dessus, voilà. Donc, écoutez, si vous avez envie de faire une donation à l'église catholique, voilà, vous voyez avec l'épiscopat comment ça peut se passer, mais en tout cas, c'est pas nous sommes une radio laïque et c'est pas nous qui nous mêlons de ce problème, ma chère Maude. Là, j'arrête ma montre, mais le temps il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Le temps n'a pas de temps. Un horloger ferme boutique après 60 ans d'existence et pas de gaieté de cœur. Oui, ça se passe à Songeon, dans le département de l'Oise, où la famille Borncam avait une horlogerie ouverte en 1962. Or, il s'avère que l'horlogerie est une activité très rentable. On ne va pas compter le nombre d'artisanats. J'en vois tous les jours, tous les ans. Et quand je voyage en France, je vois partout des panneaux fermés à vendre, à louer, enfin, cessation d'activité. C'est une véritable tragédie qui vient tout de suite après la tragédie agricole, hein. La mort de l'artisanat français avec des métiers absolument merveilleux, de vraie vocation. Et là, cette horlogerie de l'Oise, eh bien, si le 31 décembre prochain, Philippe Borncam n'a pas trouvé un successeur, il en a pas trouvé jusque-là, il reste 6 jours, je pense que c'est cuit, eh bien, il tirera définitivement le rideau sur cette boutique. Le temps s'arrêtera de tourner pour cette horlogerie. Vous dire, voilà, c'est une tragédie. En plus, l'horlogerie, c'est un métier de précision, c'est extrêmement bien payé. La boutique en question faisait un chiffre d'affaires tout à fait respectable et même gagnait beaucoup d'argent. Donc c'est rentable. J'ai connu une jeune étudiante en horlogerie qui a été débauchée par une grande marque pour 60 000 € par mois. On se les arrache, mais c'est tellement rare. Mais je change de métier immédiatement. Bien sûr, c'est une ingénierie formidable. Et il y a tous les artisans, et je ne vous compte plus les artisans de bouffe, des bouchers, des charcutiers, qui arrivaient à 68, 70, 72 ans, disent écoutez, on a cherché, ça fait 4 ans qu'on cherche un successeur, soit qu'on n'en trouve pas parce qu'ils ne veulent pas, et quand on en trouve, les gamins vous disent ah non, travailler le week-end, je peux pas, moi le vendredi soir, faut que j'ai 18h, je sois à la maison. Donc voilà, l'artisanat français lui aussi est menacé, on va dire que c'est tout le pays qui est menacé en cette fin d'année 2025. Voilà, enfin l'horlogerie, s'il reste un dernier, si vous nous entendez sur Sud Radio, quelqu'un qui a la vocation d'horloger, qui a une formation, vous allez à Songeon dans l'Oise voir monsieur Philippe Borncam, vous lui reprenez sa boutique et vous serez le plus heureux des femmes ou des hommes, parce qu'on peut être aussi une horlogère, et vous aurez préservé un instant du patrimoine artisanal français. Ma chère Maud, un retraité a décidé de porter plainte contre Chronopost. Alors ça m'étonne parce que Chronopost c'est comme impeccable. C'est quasi impeccable, mais ça fait quand même 1 an que Georges Chevalard a envoyé un colis à sa fille, un foie gras plus exactement, préparé par ses soins. L'ancien charcutier avait choisi Chronopost pour assurer le transport, 36 € de frais pour un envoi rapide, mais depuis le 12 décembre 2024, le colis a disparu. Il est pourtant bien arrivé à Amiens où réside sa fille, mais la livraison n'a jamais eu lieu et le transporteur ne s'en est jamais expliqué. Alors Georges Chevalard a pourtant envoyé une lettre recommandée
sans réponse et surtout sans excuse. Alors Georges a-t-il décidé de porter plainte finalement ? Il a fini par saisir le tribunal de Roanne, sauf que le transporteur ne se présentera pas à l'audience et la justice ne pourra que confirmer l'absence du colis sans qu'une preuve de son contenu ne puisse être avancée. Georges Chevalard se sent humilié, regrette qu'un simple citoyen ne puisse rien face à de grosses entreprises toutes puissantes, y compris devant la loi, dit-il. Aujourd'hui, Georges demande juste le remboursement de ses frais d'envoi et d'une somme que choisira Chronopost pour compenser le préjudice. Il prévoit de le reverser à une association, c'est dire la valeur de cet homme. Et la prochaine fois, il passera évidemment par Colissimo. Dites-moi, j'espère que le foie gras en question, c'est de la conserve, parce que si c'est j'espère qu'il était sous vide, parce que j'aimerais pas le retrouver là. Là, c'est symptomatique, c'est un cas parmi d'autres, mais ce sont des centaines. Il y a 56 000, aujourd'hui, j'écoutais sur une radio du service public. Sur Sud Radio. Sur Sud Radio, 56 000 paquets. Qui n'arriveront pas, qui ont été prévenus. 56 000 colis expédiés au mois de décembre. Ils ont été prévenus, les signataires, ça n'arrivera pas avant janvier. Il y a trop de colis. On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de logistique. Achetez à proximité. Voilà, achetez chez vos artisans, chez vos commerçants. Pas en ligne, c'est dangereux, on peut se faire escroquer. Allez sur place à moins de. Sauf que là, en l'occurrence, effectivement, c'était de Péraphi. Alors bon, Chronopost, c'est Chronopost, mais le foie gras, je ne sais pas, à mon avis, je pense que le foie gras est passé par pertes et profits et qu'il a déjà été digéré. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors on a du mal à y croire, mais les Français, Perico, boivent de moins en moins d'alcool. C'est un effondrement, ma chère Maud. Oui. En 1960, nos compatriotes consommaient 200 litres, buvaient 200 litres d'alcool par an. Je vais porter des nuances parce que j'aime pas cette expression. En 1980, ce n'était plus que 150 litres. 200 litres par an, c'est quand même pas un par jour, mais pas loin de moyenne. En 1980, 150 litres. En 2000, on était descendu à 100 litres d'alcool par jour, consommation. 2010, 75 litres. 2018, 60 litres, dont 17,2 litres de vin. Alors, faisons bien la distinction entre l'alcoolisme, il ne faut pas consommer d'alcool, il ne faut pas en abuser, tout ça avec modération, et la dégustation pour le plaisir et pour une démarche culturelle du vin. Le vin est victime aussi de cette baisse de la consommation d'alcool. On se souvient du record de certains départements dans les années 50. Je ne fais pas de dénigrement territorial, je ne vise personne, mais on avait souvent le championnat et à qui arriverait premier, le Pas-de-Calais, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine. Ensuite, c'était le Morbihan qui prenait le devant la Mayenne, qui repartait avec la Seine-Maritime qui venait de doubler, Cazac, Noirtec, Bloche, les Côtes-d'Armor qui repassaient devant le Nord. Bon, c'était le Nord. Tout ça, c'est terminé. Non, mais il se marre, Julien Delmas. Et c'est chez lui que ça se passe. Aujourd'hui, le record, c'est Occitanie. Champion de consommation d'alcool, suivi en deuxième position dans la Nouvelle-Aquitaine, troisième pays de la Loire. Non, je ne rigole pas parce que l'alcoolisme est un fléau, mais voyez, c'est allé au sud, il fait chaud, donc il fait soif. Donc quand il fait soif, on boit. Voilà. Et les gens du Nord sont devenus très raisonnables, très raisonnables. C'est quoi cette analyse ? Non. Alors que du côté de là-bas, dans l'Ariège, dans le comté de Foix, ça y va, mais pour autant, la consommation baisse, donc il y a du civisme. Non, j'aimerais bien savoir par quoi l'alcool est remplacé, quoi. Dans les apéritifs, ou alors on fait plus d'apéritifs. Tu vois, quelqu'un a un témoignage Écoutez, de ce que l'on sait, la France est le pays où on consomme le plus de stupéfiants. Mais ça n'a rien à voir. On compense quand même, j'allais dire, un addictif. Non, mais moi je parlais vraiment sans parler d'addiction. Vous prenez l'apéro avec des amis. Le marché des eaux de vie, allez dire des belles eaux de vie, nos cognacs, nos poires, nos armagnacs, nos prunes, tout ça est en train de s'effondrer. La consommation du vin s'effondre. On arrache des milliers d'hectares de vignes chaque année. Une partie de la viticulture française est en ruine. Et c'est remplacé par quoi ? Par les saloperies d'alcool industriel, prémix et autres, que les jeunes boivent en 20 minutes pour se mettre minables. Voilà, et c'est ça qui tue sur la route aujourd'hui. Donc, messieurs les statisticiens, soyez bien précis dans vos attaques quand vous désignez. N'attaquez pas nos vignobles artisanaux, n'attaquez pas nos belles eaux de vie qui sont distillées avec amour et passion, et foutez la paix aux gens de l'Ariège et de l'Aude dans les Pyrénées qui ont le droit de boire un petit coup, parce qu'un petit coup, c'est doux. C'est drôle parce que quand vous parlez de ça, vous prenez l'accent. Voilà. Oui, mais je suis de Saint-Jean-Louis, je suis de Cibourg quand même, donc c'est mon accent d'origine. Même si je l'ai corrigé en arrivant à la capitale. La célébration de Noël donne chaque année du grain à moudre aux défenseurs de la laïcité, et pourtant, un sondage IFOP promet selon vous l'église au milieu du village. Ou le petit Jésus au milieu de la crèche. C'est l'enseignement du sondage réalisé par l'IFOP pour l'Observatoire français du catholicisme. Et en fait, les Français se montrent à une écrasante majorité attachée à la période de Noël qu'ils considèrent à 89% comme un moment essentiel dans la culture et les traditions françaises. Une opinion que partagent en masse les catholiques, bien entendu, mais aussi les personnes d'autres religions. Ils sont 76% à exprimer cet avis, et les sans religions qui soutiennent à 87%. C'est pas rien.
Mais ça fera taire ceux qui disent que la laïcité... je vais pas tenir de discours anti-laïcité ici, mais... Attendez, ma chère oui, Maud, les grands laïcs, les grands respectueux, les grands, j'allais dire, ceux qui respectent, les grands surveillants de la laïcité sont souvent des gens extrêmement religieux. C'est des gens qui ont la foi. Bien sûr, moi je connais des gens qui sont très catholiques, ou très juifs, ou très musulmans, c'est-à-dire qui sont très laïcs, qui pratiquent et qui respectent la laïcité. Ah oui, non mais ça, bien sûr. Voilà, et qui sont très vigilants. Oui, c'est souvent eux qui sont les plus vigilants sur le respect de la laïcité. Ceux que j'aime pas beaucoup, c'est ceux qui soutiennent effectivement et qui militent pour la laïcité, mais au détriment de justement des traditions et des religions et qui voilà. Les faux culs. Ça j'aime pas. Les faux culs. Il y a beaucoup de religions dans les faux culs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?